bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Romain Alain Renaud pour son livre Magma. Bonjour, bonjour Sylvie, merci de me recevoir. Vous allez nous parler de votre livre, de vous déjà, en premier. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis apparemment écrivain, enfin c'est une découverte tardive, parce que très longtemps j'ai souffert d'un syndrome d'imposteur, d'imposture par rapport à l'écriture, où c'était pas suffisamment sérieux. Vous savez, dans l'époque, c'est ce que j'appelle le monde marchand. On doit, entre guillemets, justifier d'une logique économique qui soit valorisée socialement. Et la production culturelle ne l'est pas. L'époque est à la pauvreté, à l'indigence culturelle. Et on avait tendance, entre guillemets, à privilégier, lorsque le chemin de la scolarité m'a amené, entre guillemets, à me confronter à ma génération, m'a amené à faire entre guillemets, des choses dites sérieuses. Donc l'écriture, c'est quelque chose que j'ai tu et qui m'a rattrapé bien plus tard. Alors j'ai fait un parcours scolaire assez particulier. J'ai été déscolarisé assez tôt parce que le langage a été acquis très très vite. Donc je me suis dirigé vers des études plus classiques, ensuite de commerce, pour faire quelque chose de sérieux. Alors que ma première intention était de faire des études de lettres, qui était complètement en adéquation avec cet amour pour le langage, parce qu'enfant j'avais deux éléments. J'avais de la solitude. Bon, j'avais beaucoup d'amour, mais j'avais beaucoup de solitude, parce que j'avais besoin de regarder en lisière du monde que je m'étais imaginé pour me protéger des autres, de la diversité des autres. Et j'avais fait le lien, diversité était devenue adversité, donc je regardais ce monde des autres que je ne comprenais pas et pour lequel j'étais singulier. Et moi, j'avais pas l'impression d'être singulier, j'avais l'impression que tous les autres l'étaient, dans cette espèce de raison collective qu'ils embrassaient tous, et pour laquelle moi, je constatais une certaine dissonance, notamment sur la capacité de l'école à formater les esprits, à pas développer l'imagination. Donc j'étais très très malheureux à l'école. Donc j'ai fait un métier sérieux, j'ai été banquier pendant 15 ans. Ensuite, j'ai été directeur commercial, et donc j'ai embrassé la cause du monde marchand à contre-cœur, sans vraiment me poser de questions. Et aujourd'hui, j'ai réécrit le monde marchand. Donc je suis passé du monde marchand avec un D pour écrire le monde marchand avec un T, le monde qui marche avec moi. C'est une belle formule. Merci. Et donc, maintenant, vous écrivez, vous êtes auteur, Oui. et vous écrivez. Alors, c'est quel genre de livre que vous écrivez? Alors, j'ai des commentaires de lecteurs qui me reviennent assez fréquemment et qui parlent d'un livre inclassable. Donc j'aime bien l'idée que Oui. ce ne soit pas classé. Une personne très lettrée d'origine russe qui qui est polyglotte, qui maîtrise plusieurs cultures, m'a répondu très récemment m'a écrit, très précisément, m'a écrit que cela pouvait s'apparenter à de la poésie contemporaine. Vous allez retrouver à la fois des textes en prose, et puis vous pouvez trouver l'alexandrin, parce que dans mon imagination enfantine qui continue de vivre en moi, j'ai l'impression qu'il y a un enfant encagé dans mes côtes qui me boxe le cœur. Il se révolte un petit peu de l'adulte que je suis devenu. Il se met en colère en disant: mais regarde ce que tu es devenu, où sont passés tes rêves. Donc elle me disait que c'était un livre inclassable, où on retrouvait à la fois de la poésie dite néoclassique et ce que l'on pourrait appeler des aphorismes. Alors moi j'appelle ça des aphorismes longs, c'est-à-dire qu'au lieu de tenir en une seule phrase, c'est une pensée qui est véhiculée sur des textes assez courts, ce sont des fulgurances, entre guillemets, que j'ai compilées, compulsées, comprimées, stratifiées, et que j'ai proposées dans un livre, en essayant de leur donner des thèmes communs regroupés dans des chapitres. Et il y a 3 livres qui vont se suivre et qui vont ressembler au premier, qui s'appelle Magma. Magma parce que j'avais l'impression qu'il y avait une forme de fusion en moi, et que j'étais en capacité de percevoir les forces telluriques qui ancraient nos destinées, c'est ce que j'ai écrit, et à la fois de percevoir quelque chose de beaucoup plus céleste, une espèce de vibration à laquelle on peut s'abreuver, et qui s'appellerait l'inspiration. Et donc ce premier livre, Magma, le titre me convenait parce qu'il y avait une certaine révolte, une certaine volonté contenue qui a fini par exploser. Le second s'appellera Silex. Entre guillemets, ce sont toutes les pensées un peu tranchées
ou toutes les petites agressions sociétales qu'on subit tous, les petites brimades sociales, avec les intentions hiérarchisées, où on vous place là où la société a besoin de vous et pas là où vous avez envie de vous tenir. Donc je l'ai appelé Silex parce que de toutes ces petites écorchures restent quelques cicatrices. Et le dernier, je l'ai appelé Golem, parce que Golem, c'est la lie générationnelle d'une, comment dirais-je, d'une population collective qui embrasse sans raison, sans culture, une cause commune, qui ne se pose plus la question et qui confond le fait d'exister avec l'organisation sociétale ou sociale. Et c'est pas ça la vie. Il y a une expression que je déteste, c'est gagner sa vie. Et si on se contentait simplement de la vivre. Donc le dernier livre Golem, c'est ça, vivre sa vie quelque part. Et je caricature pas ni ne grossis les traits, mais en tout cas j'évite j'expose plutôt, j'invite le lecteur à s'interroger sur l'organisation ou la société qui est en train de se construire et le fait qu'aujourd'hui on n'est plus du tout consulté pour appartenir à cette société. Est-ce que c'est cette société-là dont on a envie et qu'on souhaite embrasser, voilà. D'accord, ben, moi je trouve que vous avez des pensées qui sont très intéressantes. Ah, je vous remercie. Et donc ça donne envie de découvrir votre livre. Alors on peut le trouver où, votre livre? Alors auprès de l'auteur pour le moment, Oui. il faut s'adresser, alors j'ai un réseau social et puis après j'ai un éditeur entre guillemets, un mécène plus exactement. Alors sur ce réseau social, je partageais à peu près 1/1000 de ce que je fais, c'est-à-dire à peu près un texte par jour. Et j'ai été décelé par un lecteur qui m'a gentiment dit: j'en ai assez de vous lire virtuellement, je voudrais vous lire sur papier, donc je vous offre les 500 premiers livres. Donc j'ai été l'objet de ce mécénat, donc les 500 premiers exemplaires sont là. Et également il est devenu une forme de père d'écriture. J'appelle ça pater scribere en latin. J'ai écrit un petit texte donc, qu'il a touché, sur lequel on a réagi ce matin. Et cet homme-là m'a permis de matérialiser l'objet, parce que le livre pour moi est aussi important pour ce qu'il contient que l'objet. Et je n'arrive pas à lire notamment sur des moyens virtuels, liseuses, etc. Je lis beaucoup moins bien. Et le fait que ce premier livre soit sorti, ça a été une vive émotion, et je remercie François. Voilà, François qui a 82 ans, qui est retraité professeur de cardiologie en retraite, et qui également est diplômé en latin et en grec, enfin qui a fait 10 ans d'études, je crois, en latin et en grec. Et je ne comprenais pas le rapport entre la littérature et cet ancien médecin. Et je l'ai saisi après, et il en est né une amitié extrêmement forte, et ça m'a un peu réconcilié avec le genre humain, l'humanité. J'étais un petit peu révolté du haut de mes 53 ans. Voilà, et donc c'est une deuxième naissance, et puis c'est un adoubement, pardon, une adoption presque, d'un aïeul qui est pour moi respectable, vénérable, d'un vénérable qu'on doit respecter. Et donc ce lien-là se perd de plus en plus. Et il a pour lui la culture, et il m'a amené un lectorat un petit peu plus, comment dirais-je, ouvert à une littérature différente, plus classique, plus écrite. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, vous nous avez donné envie de lire, et de lire ce qui est dans ce livre, Oui. Magma, en Oui. attendant les deux autres, donc, Oui. les suivants qui vont arriver bientôt. Ah, je le souhaite. Là, j'ai des réponses en janvier très précises auprès de grandes maisons d'édition. Donc voilà, je souhaite franchir le cap et puis embrasser définitivement et complètement ce que j'appelle mon destin d'écriture. Alors c'est très pompeux, mais j'ai vraiment la conviction que c'est un appel auquel j'ai résisté. Ouais, c'est un appel au-delà d'un besoin. Si j'écris pas, je meurs. Donc c'est très caricatural, mais c'est extrêmement vrai. Si j'écris pas un moment dans la journée, si j'ai pas un moment de solitude pour aller, ce que j'appelle aller chercher mon passager sombre, c'est-à-dire l'insécabilité de ma définition propre avec la mouvance de ces contours qui sont un peu sombres, donc j'ai besoin d'aller très bien dans la vie, je descends visiter ce passager et je dialogue avec ce passager qui me dit: mais tu as oublié de te révolter ici, tu as oublié de te révolter là, tu as oublié de te révolter pour tel épisode de ta vie, tu ne dois pas accepter ça. Et j'ai l'impression d'un dialogue intérieur multiple avec cet individu qui n'est
autre qu'une projection de moi-même. Donc elle donne lieu même à un livre qui va s'appeler Seul, où c'est l'histoire d'un petit garçon qui discute avec un ami imaginaire. On ne sait pas s'il discute avec un ami imaginaire qui lui explique toutes les questions du monde, qui répond à toutes les questions du monde, les interrogations. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'univers a des limites? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la conscience? Et ce petit garçon de 10 ans, il est confronté à un double qui lui répond et qui répond sur chacune de ces grandes questions qu'on oublie de se poser, puisqu'on nous demande simplement aujourd'hui d'être productif. Voilà, il faut produire des biens manufacturés, quitte à appeler la planète. Et alors je critique pas ce monde parce que j'y suis entre guillemets intégré, je singe les codes pour pouvoir exister, parce que je ne peux pas payer mon loyer avec de l'amour. Mais comment dirais-je, j'embrasse mon destin de salarié. Ce que je dis de l'époque aujourd'hui, c'est qu'on a troqué nos vies contre l'obol misérabiliste ou misérable d'un salaire, et que ce temps nous est simplement et purement volé, parce qu'il y a d'autres systèmes d'organisation sociétale où on pourrait, entre guillemets, s'éloigner de la sociabilisation par le travail pour permettre à chacun d'être épanoui. Alors tout le monde, dès qu'on commence à embrasser des sociétés plus modernes, tout le monde vous targue d'être utopiste. Mais l'utopie, la République a commencé par une utopie. On aurait encore nos rois si on n'avait pas, alors c'est un petit peu violent, je vous l'accorde, si on n'avait pas décapité le pouvoir, on serait encore maintenu dans cet état de servitude, et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir. Voilà, on est les serfs, entre guillemets, exploités d'une société qui est destinée à produire, et on vous parle davantage que d'écologie ou d'épanouissement ou de dignité. On vous parle de PIB, de balance commerciale, de la nécessité de l'endettement, du remboursement. Alors qui doit quoi à qui? On ne comprend rien. On a un système politique qui est complètement déresponsabilisé et qui infantilise. On n'a qu'à voir la pauvreté de l'école aujourd'hui. J'ai des enfants qui sont juste diplômés. Leur niveau d'appréciation du langage est considérablement éloigné de celui que moi j'ai connu, et qui était déjà éloigné de celui qu'a connu mes parents ou mes grands-parents. Voilà, donc on a une volonté d'appauvrir l'esprit. Comment faire concrètement pour acheter votre livre? Alors, comment faire concrètement pour acheter mon livre? Il faut s'adresser à l'auteur, Romain-Alain Renaud, sur le réseau social sur Facebook. Ouais, voilà, ce sera le plus simple. Il n'y a que 500 exemplaires pour le moment, et j'en ai déjà considérablement proposé, vendu, offert, distribué, parce que l'objet du premier livre, c'est qu'il soit dans les bibliothèques, dans les mains des lecteurs, et qu'il soit lu. Voilà, donc pour le moment, c'est assez confidentiel, je vous l'accorde, parce que c'est pas du tout une profession, c'est pas du tout un métier. Et demain, peut-être qu'un éditeur un peu fou ou farfelu me dira: mais Romain, oui, on édite votre livre et les deux suivants. Voilà, pour échapper à, entre guillemets, à cette confidentialité qui est un peu aujourd'hui un frein. Mais c'est assez compliqué aujourd'hui de pénétrer les arcanes de l'édition quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là, et quand on habite notre belle région corrézienne qui est jugée rurale, paysanne. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la ruralité ou la paysannerie, et que ce sont des mots qui sont encore plus nobles et empreints d'une certaine vertu, celle du bon sens, celle de la terre, celle des valeurs simples, qui sont se loger, se nourrir, et puis dans laquelle on va retrouver cette espèce de sens profond qui fait l'humanité, c'est-à-dire le rapport humain. Le fait qu'on se soit rencontrés par hasard, le fait que j'ai rencontré Sylvie par hasard en voyant un ami qui tient un restaurant pour lequel je lui présente mon livre. Il est tellement ému de voir que je lui dédicace mon premier livre que j'en suis touché moi-même. Et il en fait la publicité. Et puis je rencontre une première Sylvie qui m'amène à une deuxième Sylvie et qui m'amène à cette rencontre, à cet entretien. Voilà, une Sylvie peut toujours en cacher une autre. Voilà. Oui, c'est amusant. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à quelques questions et de vous être présenté, de nous avoir présenté votre livre. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. À bientôt pour le prochain livre. À très bientôt, j'espère.